Bonjour, nous sommes le 31 juillet 2023 et on va parler aujourd'hui de démocratie à l'américaine et en particulier de la manière dont cette démocratie américaine traite le cas d'un président, un ex-président séditieux, M. Donald Trump, qui a donc été président des États-Unis de 2016 à des élections de 2016 aux élections de 2020. Et donc, prenant le pouvoir de 2017 à 2021, janvier, quand il doit faire la passation des pouvoirs. Alors, c'est une histoire très compliquée, comme vous le savez. Et on est dans une situation tout à fait particulière parce que le personnage est candidat. C'est annoncé candidat pour les élections de 2024, qui ont donc lieu en novembre, traditionnellement aux États-Unis. Il est en tête parmi les favoris du Parti républicain, mais il risque d'être en prison d'ici là. Bon. Alors ça créerait une situation particulière qui a déjà été... qu'on a déjà observé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'un personnage en prison est candidat aux élections. Dans le cas précédent, il s'agissait d'un socialiste et donc on n'a pas du tout une configuration comme dans le cas de M. Trump qui, s'il y a bien une chose qui n'est pas, c'est socialiste d'ailleurs. Il n'emploie pas le mot socialiste, il emploie les mots antifa, communiste, etc. Pour désigner les gens qui sont vraiment très très méchants. Alors, M. Trump a donc fait un certain nombre de choses pour empêcher la passation des pouvoirs alors qu'il avait été battu aux élections donc, de novembre 2020. Et la justice va à son pas. On a l'impression, d'ailleurs c'est l'impression générale, que le ministère de la Justice n'a pas... comment dire, n'a pas montré un zèle particulier pour essayer de poursuivre M. Trump pour les choses qu'il avait, pour les différents délits qu'il avait commis. Finalement, la machine s'est mise en route et on a nommé en particulier un procureur spécial qui est M. Jack Smith pour s'occuper des délits de M. Trump. Mais par ailleurs, il y a un certain nombre de choses qui sont en marche. Même avant les élections de 2020, M. Trump a été inculpé pour des infractions aux lois électorales, pour avoir payé le silence d'une actrice du cinéma porno et d'une centerfold, voilà, d'une dame qui s'est trouvée dans le dépliant du Playboy magazine. Et c'était en période, voilà, une période électorale, il n'avait pas le droit d'acheter le silence d'un certain nombre de personnes, même s'il y avait du côté de ces personnes des tentatives de le faire chanter. Donc il a été inculpé pour ça. Il a été inculpé pour autre chose, il a été inculpé pour le fait qu'on a retrouvé en sa possession une quantité assez importante de documents top secrets qu'il n'aurait pas dû emporter quand il est parti de la Maison Blanche. Il y a d'autres inculpations qui se précisent, en particulier pour son rôle, dans le rôle qu'il aurait pu jouer dans la préparation de la tentative de coup d'État, la prise du Capitole aux États-Unis le 6 janvier 2021. Et il y a maintenant un certain nombre de choses qui se préparent, des inculpations qui se préparent dans le domaine de ces interférences pour essayer d'empêcher que les votes qui avaient été comptés soient comptabilisés au moment qui permettent la passation des pouvoirs. Monsieur Jack Smith avait inculpé déjà M. Trump à propos de ces documents top secrets. Il y a quelques jours, il y a une deuxième inculpation. Dans la première inculpation, M. Trump avait été inculpé avec un de ses aides, une des personnes qui travaille avec lui à Mar-a-Lago, qui est donc sa résidence en Floride, qui est aussi une sorte de palace, voilà, d'hôtel de luxe. Et je vous rappelle qu'un certain nombre de documents top secrets ont été retrouvés
dans les toilettes, dans les salles de bain, dans son secrétaire, dans son bureau, dans sa salle, pas dans sa salle à manger, dans sa chambre à coucher, et ainsi de suite. Et deuxième inculpation, il y a quelques jours, avec inculpation, non pas du premier aide, de la première personne qui l'avait aidé à déplacer des documents, mais d'une personne qui a été impliquée dans une tentative, voilà, d'abord dans des déplacements supplémentaires de documents secrets, mais aussi dans une tentative de faire disparaître les enregistrements vidéo des scènes qui ont enregistré le déplacement des documents. Alors, la deuxième personne qui vient d'être inculpée est un certain monsieur De Oliveira, qui est simplement, je dirais, fait partie du personnel à Mar-a-Lago, et Trump l'a impliqué dans une tentative de faire disparaître les enregistrements vidéo des caméras qui se trouvent là. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ou important, cette deuxième inculpation? Eh bien parce qu'il s'agit manifestement, voilà, d'un obstacle, d'un empêchement des procédures judiciaires de type classique. Il y a obstruction, voilà le mot que je cherchais, il y a obstruction à une procédure judiciaire parce que M. Trump savait qu'on allait venir voir si des documents étaient encore là, et dans les jours qui précèdent, peut-être même la veille, il essaye de faire détruire les enregistrements vidéo. Donc, une personne avait été inculpée avec lui, certain monsieur Nouda, si je me souviens bien. La nouvelle personne inculpée, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur De Oliveira. Et les commentateurs nous disent la chose suivante: pourquoi ne pas avoir inculpé tout le monde d'un seul coup? Pourquoi cette procédure à deux étapes? Et là, ça rappelle à des commentateurs la manière dont on s'y est pris aux États-Unis quand il s'agissait d'inculper des mobsters, c'est-à-dire des gangsters. Pourquoi faire de cette manière-là? Parce que, voilà, on inculpe M. Trump plus une personne supplémentaire. Alors cette personne supplémentaire, on essaye qu'elle se mette à table, qu'elle fasse des révélations sur ce qui s'est passé. Elle ne le fait pas dans ce cas-ci. Alors que fait-on? On inculpe M. Trump sous un deuxième chef d'inculpation, et on inculpe une personne supplémentaire. Alors, le raisonnement, paraît-il, est le suivant. Le premier qui refuse de se mettre à table, il se dit: mon patron, il me sortira de là. Par un pardon lors de une grâce présidentielle, ou par un autre moyen. En tout cas, bon, Trump paye l'avocat de ce monsieur. Quand on en arrête un second, c'est pour faire réfléchir le premier, en lui faisant penser: mon patron est là pour venir à mon secours, mais maintenant qu'il y en a deux, est-ce qu'il va continuer à raisonner de la même manière? Et alors, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on va en arrêter un troisième, un quatrième, etc. C'est-à-dire que le doute, pour faire monter le doute dans chacun des précédents, et pour leur faire cracher le morceau, pour qu'ils disent des choses supplémentaires. C'est une tactique, voilà, ces tactiques anti-gangsters existent aux États-Unis essentiellement à partir des années, voilà, la fin des années 20, les années 30, l'époque de la Prohibition, l'époque des Al Capone, des Dillinger et compagnie, les grands gangsters qui nous ont fait, voilà, que vous connaissez bien par l'histoire du cinéma, pour les rôles joués par M. James Cagney en particulier. Je pense à Henry Fonda. Henry Fonda aussi a joué des rôles de mauvais quelquefois, alors qu'il n'avait pas le physique de l'emploi. Alors, voilà comment ça avance de ce côté-là. Mais il y a encore d'autres choses, parce que M. Jack Smith peut inculper M. Trump justement pour son rôle dans la sédition, pour son rôle dans l'insurrection du 6 janvier. Et on s'attend à ce que ce personnage au visage absolument impénétrable et rébarbatif, je dirais la personne qui a le physique de l'emploi là pour être
l'incorruptible qui va faire tomber un ancien président de la République véreux. Beaucoup de choses encore à voir, à trouver et inculper M. Trump pour le rôle qu'il a pu jouer dans l'insurrection. On n'a pas de preuves jusqu'ici, nous le public, de moments où M. Trump aurait véritablement été dans un effort de coordination au moment de l'insurrection du 6 janvier, où il aurait donné des ordres en rapport avec ça. On sait qu'il y avait dans le Willard Hotel, en particulier le jour d'avant, un conseil de guerre de personnes qui étaient en liaison avec lui et qui non seulement ça, mais dans le cas par exemple de M. Roger Stone qui se trouvait là, il y avait M. Steve Bannon aussi, mais dans le cas de M. Roger Stone, on sait que c'est une personne qui avait une garde prétorienne, voilà, des gardes du corps parmi les milices fascistes. C'est pas bon, je dis pas ça pour être méchant avec eux, mais c'est comme ça qu'ils se décrivent un peu eux-mêmes, les Proud Boys, les Oath Keepers, etc. Ces milices fascistes ou carrément pro-nazis, ils ne s'en cachent pas beaucoup. Mais on n'a pas, jusqu'ici, on n'a pas de message échangé entre M. Trump et voilà, des gens qui pourraient être considérés comme son quartier général, où se trouve aussi M. Rudy Giuliani, son avocat personnel, ancien maire de New York, etc. Si M. Jack Smith a trouvé ça, a trouvé un Trump donnant les ordres, là, il a effectivement quelque chose de plus que ce que le public sait. Mais par ailleurs, il enquête aussi sur l'ensemble des tentatives qui ont été faites pour empêcher la passation des pouvoirs. Et en particulier de faire semblant que M. Biden n'avait pas obtenu tous les votes qui lui permettraient d'être déclaré nouveau président des États-Unis. En particulier, du côté républicain, on avait préparé un ensemble de faux grands électeurs. Vous savez, ce système d'élection aux États-Unis se fait à deux étages. Les gens votent à l'intérieur d'un État et ces États sont représentés dans le système fédéral par des grands électeurs qui sont des gens qui représentent, voilà, lors de la passation des pouvoirs, qui représentent les électeurs de l'État et qui, en principe, défendent l'opinion majoritaire des gens de l'État telle qu'elle est apparue dans le résultat des élections. Or, pour 8 États clés, du côté républicain, on avait préparé de fausses équipes, qu'eux appellent des équipes de rechange, au cas où les poursuites de M. Trump et de ses acolytes pour faire dire que les élections avaient été truquées dans différents États, des gens qui étaient prêts à intervenir pour dire qu'ils étaient les véritables électeurs et qu'ils étaient bien sûr que représentants de leur État pour des 8 États en question. Disant que les électeurs de cet État ont voté pour M. Trump. Et ça devait se passer en particulier le 6 janvier, pendant que ils n'étaient pas trop sûrs de leur coup, on avait mobilisé des insurgés pour interrompre ça de toute manière. Donc il y avait deux tactiques. Voilà, on prenait le système en tenaille. D'un côté, il y avait les gens qui essayaient d'empêcher le vote à proprement parler, mais si ça n'avait pas marché, on avait quand même de faux électeurs qui allaient pouvoir voter en faveur de Trump, prétendant que leur État avait voté pour lui. Donc ça, c'est une chose sur laquelle Monsieur Jack Smith enquête en particulier. Mais il y a plein de choses. Il y a aussi Madame Jean Carroll qui avait fait un procès à M. Trump pour assault, comment appelle-t-on ça, agression sexuelle, qui a gagné son procès, et aussitôt avoir gagné son procès, Monsieur Trump l'a insulté, voilà, en public devant la presse, etc. Elle a posé une deuxième plainte, et elle a déjà obtenu de l'ordre, chez bon souvenir, de 5 millions de dollars en réparation. Donc il n'est pas, voilà. Mais ça, on est du côté du civil et pas du pénal. Mais par ailleurs, dans l'État de Géorgie,
il s'est passé la chose suivante, vous vous souvenez sans doute. Monsieur Trump a pris son téléphone et il a appelé le responsable des élections là-bas en lui disant « Vous savez sans doute, et il vaudrait mieux que vous le sachiez parce que sinon vous vous exposez à des difficultés d'ordre judiciaire. » C'est comme ça à peu de choses près comment il l'a présenté. Vous savez bien qu'en réalité c'est moi qui ai gagné et il faudra donc que vous dégagiez c'est les 10 000 ou les 11 000 voix qui me manquent. Bon. Le monsieur qu'on avait déjà abordé, je dirais un petit peu des jours précédents, il a ouvert son dictaphone ou son magnétophone et le jour où monsieur Trump est revenu pour reposer la même question avec les 10 700 votes qui lui manquaient et dont monsieur en question Raffensperger, si j'ai bon souvenir, monsieur Raffensperger aurait dû savoir, lui dit monsieur Trump, que d'une part vous exposez quand même à des difficultés si vous les trouvez pas, et d'autre part que je les mérite puisque c'est légitimement, si on n'avait pas truqué les élections, je les aurais obtenues. Et là, les choses sont en train d'avancer au niveau de l'État de Géorgie. Alors que quelqu'un comme Jack Smith opère un petit peu, je dirais, sans grande déclaration à la presse, opère un petit peu dans l'ombre et fait des annonces qui prennent un peu au dépourvu M. Trump et ses acolytes, il y a dans l'État de Géorgie une madame qui s'appelle Fannie Willis, qui est procureure de cet État et qui, elle, annonce, je dirais, régulièrement devant la presse l'avancement de ses recherches et d'un procès éventuel à propos voilà, de cette tentative de Trump et de certains de ses alliés, en particulier Giuliani et peut-être même M. Lindsey Graham, de faire pression sur les les responsables des élections en Géorgie, en essayant de les pousser à dire que le résultat de l'élection présidentielle avait été le contraire de ce qui s'était passé. Et là, cette madame Fannie Willis a toujours dit depuis au moins un an qu'au mois d'août 2023, c'est-à-dire ce qui commence exactement demain, elle était prête à inculper un certain nombre de personnes. Et bien entendu, Trump, depuis qu'il est inculpé à différents endroits, fait des déclarations de plus en plus tonitruantes, de plus en plus séditieuses et de plus en plus dans le cadre véritablement du comportement effectivement d'un chef de gang en appelant un certain nombre de personnes qui ont le sentiment voilà, qu'il faut défendre à peu près la justice d'intervenir au cas où il serait inculpé. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça hier, on a vu apparaître, j'ai cherché le nom, je sais pas, j'ai pas trouvé le nom exact, mais vous savez de quoi je parle. Il s'agit de ces gros blocs orange que l'on met pour empêcher, en particulier voilà, dans une tentative d'empêcher les voitures béliers, ces gros blocs que l'on met pour empêcher le trafic de passer et de résister éventuellement à des voitures béliers qui se lanceraient pour essayer de passer à travers ça. Je vous montre ici la photo. On est à Atlanta, on est en Géorgie, ça a été mis hier. Et comment interprète la presse le fait qu'on ait mis ça? C'est le fait qu'on s'apprête sans doute dans l'État de Géorgie à inculper un personnage important tel que s'il avait appelé la foule à intervenir, à manifester son mécontentement au cas où il serait inculpé, d'empêcher en tout cas un certain nombre de véhicules qui seraient conduits par des partisans de ce monsieur de s'approcher trop près de l'endroit où les inculpations suivies d'arrestation aurait lieu. Dans l'état de la Géorgie, tout le monde n'est pas, il ne faut pas inculper tout le monde en même temps, les gens peuvent se présenter quand ils le veulent un petit peu dans les jours qui suivent, donc tout ça ne serait pas nécessairement très spectaculaire, mais il pourrait y avoir effectivement des gens qui considéreraient que, comme l'affirme Trump depuis un certain temps et ses partisans, qu'il s'agit dans ce processus pseudo-judiciaire, il s'agit d'une chasse aux sorcières où, scandale jamais vu aux États-Unis, on essaye de politiser l'appareil judiciaire
pour faire, voilà, pour avoir la peau d'un certain nombre de personnes qu'on n'aime pas. Alors, vous le savez, monsieur, c'est depuis 2015, il a bien préparé son terrain, c'est depuis 2015, alors qu'il n'est pas encore même candidat, alors qu'il est candidat aux primaires du Parti républicain, mais qui n'a pas encore été nommé comme représentant du parti. C'est à partir de 2015 qu'il affirme que les élections aux États-Unis, vous le savez bien, sont truquées, et qu'il affirme aussitôt que s'il ne l'emportait pas aux primaires, c'est parce que les élections des primaires seraient truquées. Si ensuite, après, une fois qu'il est candidat de républicain, s'il n'était pas nommé, c'est parce que les élections seraient truquées. Et dans sa campagne présidentielle, il annonce, pardon, dans la campagne présidentielle de 2020, il annonce que les élections vont être truquées et que non, le peuple doit se rebeller s'il n'a pas été élu. Puisqu'en fait, il aura été véritablement élu, bien entendu, en raison de l'amour qu'on lui porte, mais que si on annonce qu'il n'a pas été élu, c'est qu'il y a tricherie. Et il est reparti pour un tour maintenant en disant qu'on s'apprête à tricher une fois plus. Et la tricherie en ce moment, le mécanisme, c'est le suivant, c'est qu'on a mobilisé le ministère de la Justice pour le faire tomber sous des prétextes divers, cette histoire d'insurrection, cette histoire de faire taire les caméras de surveillance, etc. Tout ça, ça fait partie de la même chasse aux sorcières. C'est une épreuve, bien entendu, c'est un test pour la démocratie à l'américaine de savoir si un personnage de type, voilà, je l'appelle proto-fasciste depuis 2015 parce que ce n'est pas un personnage qui était inconnu au moment où il se présente aux primaires du Parti républicain. Il est déjà bien connu, il a déjà pris des positions. Ses positions ont toujours été dans le même sens que celles de son père Fred Trump, arrêté autrefois dans des manifestations du Ku Klux Klan. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le Ku Klux Klan, mais enfin le fils... tel père, tel fils, le fils a continué dans la même voie et il continue, et en particulier le fait que dans le cas de l'État de New York et dans l'État de Géorgie, le fait que les procureurs soient des Noirs, soient des Afro-Américains ou Noirs. Je m'arrête parce que je sais que, que certains acteurs insiste sur le fait qu'il faudra dire noir et non afro-américain. Je continue les inculpations éventuelles seraient d'inspiration raciste. Comme vous le savez, M. Trump, je viens de vous le dire, mais a des liens très étroits avec ce qu'on appelle les suprémacistes blancs aux États-Unis. Et chacun sait que son fameux « Make America Great Again », et c'est de manière transparente, le message c'est « Make America White Again », une défense donc de cette minorité colonisatrice de ce pays qui s'est parfois conduit de manière décente, mais ça n'a pas toujours et de loin été le cas. Et dans les pires des cas, cette majorité encore jusqu'ici de colonisation européenne se conduit de manière difficilement, comment dire, difficilement admissible. Voilà, on ne sait pas où on en est. S'il y a inculpation cette fois-ci, et encore une fois, ce sera la troisième officiellement, s'il y a arrestation de M. Trump, il est possible, alors que les fois précédentes, ses partisans se sont manifestés que de manière assez, je dirais, modérée, quelques centaines de manifestants seulement, il n'est pas impossible que cette fois-ci, il y ait davantage de monde, et c'est pour ça qu'on se prépare à Atlanta à d'éventuelles difficultés. Je lisais un article sur la coordination entre la police locale, entre le service d'ordre du palais de justice, entre la garde nationale et ainsi de suite, au cas où il y aurait inculpation de M. Trump, et mécontentement de la part de ses partisans qui considéraient effectivement que la démocratie aux États-Unis a disparu parce que les démocrates ont su mobiliser l'appareil d'État pour inculper un innocent.
Voilà, bon, je vous tiens au courant par la suite. À très bientôt. Voilà, au revoir.